Hey, salut tout le monde. Oui, ça aura pris bien trop longtemps pour ce que c'est, mais enfin, ça y est, on entre dans la dernière ligne droite de la rétrospective What a Cartoon. Générique. Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas pour cette rétrospective. Ah, mais je suis comme ça, moi. Je prends mon temps pour peaufiner chacune de mes vidéos. Elles sont pensées comme des grands films, vous voyez. Bref, je n'ai rien à ajouter pour le moment. Je garde le reste de mes pensées pour l'épilogue. Et pour ce que mes pensées valent de toute façon. Bref, c'est reparti. Et on commence avec Larry et Steve, par le futur créateur des Griffins, Seth MacFarlane. Ce qui n'est pas anodin comme addenda, puisque Larry et Steve est plus ou moins officiellement un pilote de la série la plus populaire de MacFarlane, ou essentiellement un prototype destiné à tous les publics, puisque les Griffins ont eu leur propre pilote pour donner une idée plus ou moins définitive. Larry et Steve sont effectivement essentiellement des prototypes de Peter et Brian, avec le gentil gros bêta maître d'un chien qui parle et dont l'intelligence n'a d'égal que le cynisme. Et si les designs changeront, les deux voix, c'est-à-dire MacFarlane et MacFarlane, resteront les mêmes, intonation y compris. Ça paraît surnaturel de se dire que le prototype qui a aidé MacFarlane à développer les Griffins était à la base destiné au tout public, hein? Eh bien en réalité, avant Larry et Steve en 97, il y a eu le film étudiant de MacFarlane, qu'il a fait en 95, ouf, punaise, il était plus jeune que je le suis maintenant. Et qui s'intitulait Life of Larry, et qui mettait en scène ces deux personnages et quelques autres qui n'ont pas fini dans le pilote de What a Cartoon, comme la femme de Larry, Lois, et son fils que je présume être un prototype de Chris. Donc c'est le pilote, du pilote, du pilote, du pilote. Ok. Mais la différence est surtout que Life of Larry avait un ton plus frontalement adulte, sans doute précurseur de celui adopté par les Griffins plus tard, avec plus d'insistance également sur l'humour random, subversif et à base de cutaways, certains s'étant même retrouvés dans la série elle-même. Tom Hanks, that's his name. Oh, funny guy, Tom Hanks. Let me tell you, I've seen him in other stuff. Listen, anything that comes out of that guy's mouth, you know it's gonna be a stitch. I have AIDS. Tom Hanks, c'est lui. Il est à hurler, ce Tom Hanks. À chaque fois qu'il l'ouvre, c'est à mourir de rire. J'ai le sida. Donc c'est rigolo de voir comment toutes ces pièces se sont assemblées pour donner vie aux Griffins tels qu'ils étaient quand ils ont débuté sur Fox en 99. Mais revenons à Larry et Steve, qui narrent la rencontre entre ces deux personnages, Larry adoptant Steve dans une fourrière et le sauvant de l'euthanasie, parce qu'il est le seul à entendre Steve parler le langage humain, tous les autres personnes ne l'entendant qu'aboyer. Wow, a dog that speaks English. What? You know, I once had a Jack Russell Terrier that spoke Dutch, but I couldn't understand a word he was saying. J'ai beaucoup aimé ce pilote personnellement, et s'il n'était pas tout public, il pourrait très bien être une vraie version de comment Peter et Brian se sont rencontrés. Ça ne me surprend pas que Seth MacFarlane se soit retrouvé après cela, scénariste sur des séries qui ont résulté du projet, comme Johnny Bravo et le laboratoire de Dexter, parce que Larry et Steve fonctionnent un peu sur la même mixture à base de slapstick cartoon et humour spirituel qui risque de passer au-dessus de la tête d'une bonne partie du plus jeune public, en offrant du rattrapage avec la traditionnelle dynamique straight man, funny man. C'est marrant de voir les signes de ce qui fera le style des Griffins couplé à du cartoon plus Hanna-Barbera, avec juste ce qu'il faut de self-aware, comme ils disent, pour que l'un n'empiète pas sur l'autre, et on peut comprendre comment ce côté cartoon a pu mener quelque part au random griffinien, qui est déjà aussi présent par bribes ici. Ça marche surtout par le biais de ce chien qui paraît comme le seul esprit sain dans ce foutoir. D'ailleurs j'adore le contraste entre lui prenant sa future euthanasie en mode blasé, et quand il se met à craindre beaucoup plus pour sa vie, en tout cas de manière plus expressive, quand il vit avec Larry. J'aime aussi l'espèce de logique bizarre, avec le fait que seul Larry puisse comprendre Steve comme un autre être humain, alors qu'il est extrêmement idiot. Le tout a des allures de comic strip au format 7 minutes, jusque dans le style visuel général, ce qu'on pouvait aussi un peu déceler quelque part dans les premières saisons des Griffins, en plus de leur parodie de la logique sitcom. D'ailleurs, on retrouve déjà le côté contrôle fric de MacFarlane qui le suivra par la suite, et pas toujours pour le mieux. Car non seulement il écrit, réalise et storyboard son pilote, comme la majorité des autres créateurs ayant pris part à ce projet, mais il fait aussi absolument toutes les voix masculines, dont un prototype de Quagmire, le côté sex machine et pervers en moins. Bref, j'aime ce cartoon, et comme version allégée de ce qui fait les premières saisons des Griffins, dont je suis friand, ça marche tout à fait, offrant un bon mélange de visuels déjantés et de réparties verbales sèches. Il y en a donc pour tous les goûts. Et en combinant ça avec Life of Larry, ce n'est pas surprenant que Seth MacFarlane se soit retrouvé plutôt sur une chaîne plus adulte pour pousser plus loin son humour caustique. Là encore, pas toujours pour le meilleur. Et donc nous passons au cartoon suivant, qui est... non. Je disais donc, nous passons au cartoon suivant, The Zoonatics dans Home Sweet Home. Bon, ok, touchons un mot sur le deuxième cartoon de notre opossum adoré. Sledgehammer Opossum dans What's Going On Back There. Bon, j'ai déjà fait mon petit mea culpa envers Patrick Ventura il y a quelques épisodes, c'est-à-dire il y a genre 1 an et demi. Oh punaise. Mais plus ça va et plus je pense mettre le doigt sur ce qui me dérange dans ces cartoons, à titre personnel.
Ce n'est pas une surprise que j'aime le cartoon déjanté, mais je pense pouvoir mettre un doigt sur ce qui fait que j'adore ça dans les Looney Tunes ou chez Tex Avery, et beaucoup moins chez Ventura. En fait, chez Avery et les artistes derrière les tunes, et particulièrement Clampett, ça marche notamment parce qu'il y a une notion d'équilibre qui rend tout cela bien balancé et crédible. Je m'explique. Clampett, et pas que lui, savait choisir ses animateurs en général, en fonction de telle ou telle scène, pour délivrer tout le potentiel d'acting, et il avait l'avantage d'avoir une variété de dessinateurs avec leur propre style bien discernable, et encore une fois pas que lui. Notamment Robert McKimson, au dessin très solide et très avantageux pour donner de la vie aux émotions des personnages, Rod Scribner pour l'expressivité complètement folle mais toujours parlante, et Manny Gould pour une sorte d'entre-deux. Et même dans les moments les plus déchaînés, les personnages paraissaient crédibles et on discernait leurs émotions, la façon dont leur langage corporel est dessiné aidant. Et c'est ce qui rend le cartoonesque si bien amené et si efficace. Dans les cartoons de Ventura, la majeure partie du temps ce sont les expressions faciales cartoonesques qui dominent du début à la fin, mais elles ne reflètent pas grand chose de plus que le cartoon déjanté, et les personnages en paraissent moins crédibles à mes yeux. J'ai notamment le même problème avec les saisons récentes de Bob l'éponge, et leur tendance aux tronches exagérément déjantées pour tout et pour rien, et du coup ça a vite tendance à me fatiguer. Disons que je comprends que ce soit le style de Ventura et qu'il l'applique sur l'ensemble, de sorte à créer une cohérence. Mais je ne suis pas particulièrement friand de ça, et ça contribue à mon impression de parodie de cartoon, mais pas en bien. Bon sinon, pour le cartoon en lui-même, je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à Out and About, mais je dois bien avouer que je l'ai trouvé un peu mieux, et que le personnage principal est plus supportable ici. Exploit. Déjà parce que sa voix a changé, plus proche de celle d'un mec lambda, ce qui est beaucoup moins irritant, et quelque part plus drôle dans le contraste avec son animation, et aussi parce qu'il n'est plus l'agresseur ici. Je n'ai pas de problème avec ça quand ça marche, mais dans Out and About, j'avais juste envie qu'il crève. Ici, au moins, il se défend pour une raison, parce que le facteur veut le jeter hors d'une boîte aux lettres, dans laquelle il se réfugie pour se protéger du froid. Ce qui me rappelle un cartoon de Daffy par ailleurs. Je ne suis toujours pas fan de l'animation donc, même si je respecte ce qu'ils ont voulu faire avec le design et le layout. Mais quelques gags par-ci par-là fonctionnent, à la fois sur le papier et dans l'exécution. Au bout du compte, par rapport à Out and About, je trouve ça plus inoffensif. Mais c'est quand même dingue de voir toutes les possibilités offertes à Ventura, pour qu'au final, aucune de ces idées ne se concrétise comme une série complète. Mais quelque part, c'est la beauté de ce projet, parce que ça fait aussi un nouveau cartoon déjanté par semaine, dans la veine de ceux de l'âge d'or. À défaut de dire que c'est aussi bien que l'âge d'or en l'occurrence. Loin de là. Cartoon suivant, The Zoonatics dans Home Sweet Home. Créé par Paul Parducci, James Giordano et R.J. Reilly, et réalisé par Joey Albom. Le truc le plus intéressant avec ce pilote-là, c'est que les trois scénaristes / créateurs font aussi les voix des trois personnages principaux, et d'après IMDb, la grande majorité de leur CV, pour ceux qui en ont un plutôt développé, est constituée de rôles d'acteurs. Pas trop étonnant j'imagine qu'ils soient venus avec une autre personne pour faire la réalisation, même si Reilly s'est occupé des dessins concept. D'autant que j'aime l'approche que ça occasionne avec les trois personnages principaux, qui sont un trio d'animaux de cirque qui veulent faire partie du show proposé par un zoo au large public, et tentent de s'infiltrer par tous les moyens quand ils font face au refus du manager avec l'approche frontale. Malgré cela, personnellement je n'ai pas retiré grand chose de ce pilote. Le style d'animation est intéressant, j'aime ce côté anguleux et tout carré pour les designs des personnages, ainsi que l'impression que l'arrière-plan a été dessiné sur une feuille canson. Il y a un petit ton enfantin pas désagréable, mais je pense que ce qui heurte le plus ce pilote, c'est son repos sur la comédie slapstick la majeure partie du temps. Non seulement le timing durant ces scènes est peu remarquable, mais en plus le style adopté fait que la comédie physique manque cruellement de poids, et donc l'impact s'en ressent fatalement beaucoup moins. Un peu ironique quand ces animaux sont retenus comme un trio de cascadeurs. Le scénario offre une réplique spirituelle ici et là, ainsi qu'un gag bien trouvé occasionnellement, mais je pense que les décisions prises ne sont pas les meilleures. Même en termes de dialogue, je trouve que ça manque d'une vraie alchimie entre les personnages, et ça aurait pu aller plus loin compte tenu du fait que les créateurs sont aussi les voix de ce trio. Le concept est chouette en l'occurrence, mais je pense que l'exécution laisse à désirer, et je l'ai regardé avec un visage assez neutre. Sûrement un des moins mémorables du projet, ni en bien ni en mal, il est juste là. Le suivant par contre, à défaut d'être extrêmement mémorable aussi, est déjà plus amusant. Swampetad dans Mission Infrogable. Haha, Infrogable, t'as compris. Par John Rice et Hachi Uso. Swampetad, c'est un duo composé d'un petit aigneux colérique et d'un grand bêta gentillet. C'est totalement du jamais vu. Sauf que là, ce sont des crapauds aliens. Ou grenouilles aliens, j'en sais rien. Bref, le roi de la planète Mars... pour qui il bosse, les envoie chercher un colis sur Terre. Colis qui est volé par un chien, et il tente de le lui reprendre. Allez savoir pourquoi, j'ai cru que Butch Hartman avait quelque chose à voir dans ce cartoon. Les designs me faisaient assez penser à quelques autres cartoons du projet, pour lesquels il a fait le chara-design ou la direction artistique, comme Snoot's New Squat. Reste que c'est assez propre, les animations sont solides, tout en amenant correctement les quelques moments où les personnages ont des poses plus déjantées, notamment avec le running gag du nom du roi que j'aime beaucoup.
C'est même assez regrettable qu'au final, on n'ait pas tant de scènes que ça sur la planète Mars, avec ses designs rigolos. Mais le plus gros du pilote se passe effectivement sur notre bonne vieille planète bleue. Et quand ils arrivent, ça se transforme essentiellement en simple buddy movie, enfin cartoon, dont la particularité est que ces aliens ne connaissent pas les chiens, et donc cherchent à savoir comment récupérer le colis en prenant en compte ce qui motive la créature canine. Sauf qu'au final, j'ai pas l'impression que ça aille au bout du potentiel, et les stratagèmes déployés pour récupérer le colis sont suffisamment basiques en général pour avoir sa place dans un cartoon plus interchangeable, et sans aliens. C'est pas trop mal fait, c'est même assez rigolo, mais voilà, je trouve qu'ils restent un peu en surface avec leur concept d'aliens venus récupérer quelque chose sur une planète qu'ils ne connaissent pas autant que ceux qui y vivent. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est l'idée apparente qu'il y ait des contacts pour ces aliens sur des planètes comme la Terre, avec un collègue pour leur remettre le colis à leur arrivée. C'est une idée type, ils se dissimulent parmi nous sans qu'on le sache, qui me plaît beaucoup, et ça aurait été intéressant de voir ça sur la longue si c'était devenu une série complète. Mais ça ne l'est pas devenu, hélas, mais ça nous laisse tout de même avec un pilote plutôt sympa, même s'il manque d'absurdité qui aurait été bienvenu. Et c'est pareil pour le duo éponyme, leur dynamique se laisse regarder mais rien ne les démarque particulièrement, même si j'apprécie les performances de leurs interprètes respectifs, Jim Cummings et Charlie Adler. C'est potable en somme, un petit pilote comme ça avec une histoire gentiment cartoon sans référence à la pop culture, c'est toujours bon à prendre. Le suivant, c'est le retour de ce bon vieux Dino Pierre à Feu dans The Great Escape, une nouvelle fois réalisé par Joseph Barbera. Je l'ai sans doute déjà dit lorsque j'ai parlé du premier court-métrage sur Dino, mais ça m'étonne qu'un tel projet, censé permettre la concrétisation de productions uniques et inédites, gaspille une de ses places, enfin en l'occurrence deux, pour la possibilité d'un spin-off sur l'une des franchises les plus populaires d'Hanna-Barbera. On ne peut pas lutter contre les choses encore rentables, j'imagine. Je veux dire, j'apprécie que ce projet soit l'occasion de laisser s'exprimer de nouvelles voix, autant que de solliciter les vétérans. Mais à ce compte-là, je trouve ça dommage que Barbera n'y soit pas allé avec des créations originales, comme son collègue de toujours William Hanna, même si ces deux cartoons n'étaient pas particulièrement marquants non plus. Enfin, au moins, là on a un cartoon au rythme nettement moins mou que Stay Out. La comédie est même plutôt vive au début, tandis qu'un frère exposé au musée se fait voler par un voleur, et c'est la course-poursuite sur la route, jusqu'à ce que l'œuf échoue dans la baraque des pierres à feu, et qu'il éclose sous la garde de Dino. Le début est pas trop mal honnêtement, même si j'ai un peu de mal avec le timing des gags qui apparaissent comme plus random du coup. Mais ça a le mérite d'être divertissant, ce qui finit par se perdre par la suite. Car on passe de l'histoire d'un œuf précieux à celle du bébé dinosaure qu'il contenait, qui a toujours faim et qui grandit continuellement chaque fois qu'il mange quelque chose, et qui finit par terroriser la ville éventuellement. Enfin, je crois, ça passe tellement d'une situation à l'autre qu'on dirait plus du stuff happens qu'autre chose. Le premier truc qui m'a frappé, c'est que pour un épisode pilote d'un spin-off sur Dino, eh ben, Dino ne sert à rien. Littéralement, car dans l'histoire, l'œuf se fait voler au musée sous sa surveillance. Mais surtout, il est extrêmement passif durant le reste du cartoon. Tout au plus, il nourrit un peu le bébé dinosaure, ce qui le fait grandir. Mais bon, voilà, c'est tellement basique que c'en est interchangeable. Le dinosaure aurait pu se faire nourrir par n'importe qui ou n'importe quoi d'autre, et que le bébé confonde Dino avec sa maman au moment de l'éclosion n'est jamais remis sur le tapis. Au bout du compte, lorsqu'on arrive à la fuite du bébé dans la ville, Dino est juste là. Il est témoin mais pas actif, tout au plus victime de quelques gags slapstick. Du coup, je me dis quelque part que ça a plus l'air d'un spin-off de spin-off, genre la vie quotidienne des habitants de Caillouville, autre que les pierres à feu eux-mêmes. Et dans ce cas-là, pourquoi pas, mais bon... On dirait un des cartoons de Bob Clampett en noir et blanc qui mettait en scène Porky, mais où Porky ne servait à rien, tant Clampett semblait en avoir marre. Et encore une fois, rien de particulièrement imaginatif dans ce court-métrage. Les situations sont survolées et les pirouettes se terminent avant même d'avoir commencé. Mais globalement, rien de particulièrement méchant, ça se regarde. Mais ça ne me fait pas moins me demander s'il pensait sérieusement qu'un spin-off des pierres à feu sur Dino pouvait être à l'ordre du jour et pouvait fonctionner. Parce que si même le deuxième pilote se désintéresse de Dino, c'est pas rassurant. Mais bon, ça reste gentil et mignon quoi. Contrairement aux trois derniers de la liste, oh que vous n'êtes pas prêts pour eux. À commencer par Malcolm et Melvin, créés par pas moins que Ralph Bakshi. Pour en être venu à lui offrir une place dans ce projet, il devait vraiment viser l'expérimental à fond pour toucher tous les publics. Parce que Bakshi, c'est clairement quelqu'un, qu'on aime ses œuvres ou pas. Alors imaginez qu'il existe un univers alternatif où une de ses créations est une série diffusée sur Cartoon Network, avant même qu'Adult Swim n'existe. Il faut d'ailleurs savoir que Fred Seibert a lui-même contacté Ralph Bakshi pour lui proposer une place, quand le projet What Cartoon en était encore à ses balbutiements, pour dire à quel point il cherchait la variété, que ce soit en termes d'expérience ou en termes de style. Et ça porte ses fruits en l'occurrence, puisque Malcolm et Melvin, c'est quelque chose. Tellement quelque chose que les exécutifs de Cartoon Network de l'époque trouvaient ça inapproprié pour leur chaîne, et ont donc procédé à un remontage dans le dos de Bakshi. A priori, cela aurait poussé le créateur à renier son court-métrage,
Mais pourtant, il est mentionné sur le site officiel de Bakshi, avec même quelques croquis des personnages. Je n'ai pas trouvé de source officielle concernant sa réaction vis-à-vis de ce court-métrage, même si j'imagine qu'il l'a eu dans l'os à cause de la réaction des exécutifs. J'imagine que ça contribue à rendre le court-métrage particulièrement décousu, peut-être plus encore qu'il ne l'était à l'origine. Le montage est parfois particulièrement bizarre et la structure générale est bancale. Mais au fond, ce que le court-métrage manque en structure narrative, il le compense avec un flow particulier et entraînant en diable. Sous couvert d'une esthétique comics underground, comme une version plus brute des décors de Cool World, Bakshi donne vie à une sorte de royaume de la nuit, et raconte l'histoire de Melvin, un nobody parfaitement introduit comme un nobody. This is the city where babies can be rock stars, citizens can be superheroes, everybody can be something unless you're nothing, unless you are Melvin. Sa propre mère devient quelqu'un par inadvertance, passant à la télé qui rappelle à Melvin qu'il n'est personne. The TV at home reminds Melvin he's nothing. Du coup, il tente de se suicider, avant de faire la rencontre de Malcolm, un cafard virtuose de la trompette qui pourrait l'aider à devenir quelqu'un, en exploitant son talent pour attirer les filles. Puis là, il y a un super-héros qui combat les pervers. Bref, c'est n'importe quoi dit comme ça, mais c'est tout de même sacrément intéressant, avec sa bonne dose de critique sociale, au travers de laquelle, même démantibulée de la sorte, on reconnaît l'esprit du type ayant pondu Fritz le chat. Même allégé pour garder la possibilité d'être diffusé sur Cartoon Network, tout est bardé d'une âme tordue et surréaliste, au charme certain pour peu que l'on soit réceptif à ce genre de propositions. Je dirais même que quelque part, c'est faire partie d'une compilation comme What a Cartoon qui pose un peu problème, avec les bruitages old school récurrents qui font un peu tâche dans ce bourbier. Sûrement fait pour renforcer l'aspect cartoon au-delà de l'aspect tortueux traversant ses personnages. Mais plein de choses dans ce court-métrage passeront certainement au-dessus de la tête du jeune public, et des sous-entendus comme les filles qui, basiquement, offrent leur corps à Melvin lorsqu'elles entendent la musique de Malcolm, pas sûr qu'on les retrouvera dans des productions tout public aujourd'hui. Il n'empêche que la direction visuelle est impressionnante et riche en détails marquants. Les décors, le layout, les couleurs, la géométrie, le body language qui déborde de vie, les petits gags visuels, et en plus la meilleure animation d'ouverture d'une porte que j'ai jamais vue. La richesse visuelle est certainement accrocheuse, et contribue au flow unique de ce court-métrage. La même chose s'applique à l'aspect sonore, les effets cartoonesques en moins donc, collant avec l'aspect jazzy nocturne et surréaliste. Je suis particulièrement friand de la voix du narrateur, dont je ne connais pas l'identité puisqu'il n'est pas crédité au générique malheureusement. Bref, Malcolm et Melvin, c'est complètement décousu, l'histoire au premier degré est assez accessoire, en plus de forcer les deux personnages à devenir amis sur la fin, histoire d'avoir un duo pour une éventuelle série. Mais c'est une proposition singulière qui ravira des amateurs, et qui trouve sûrement une place dans ma liste, représenter le terme dément avec une seule œuvre. Tout comme le cartoon suivant, Tales of Form Paranoia, par Eddie Fitzgerald. Et là, c'est vraiment dans tous les sens du terme, quand je dis décrire la démence avec une œuvre. Parce que ça tourne autour d'un ver de terre pacifiste, qui traverse un craquage mental lorsqu'il se fait écraser à répétition par un humain, sur lequel il veut se venger. Avec de l'acide, parce que pourquoi pas. Tales of Form Paranoia est probablement l'un des courts-métrages les plus cultes de ce projet, et l'un des plus appréciés de ce que j'ai pu lire ici et là. Et je ne serai pas une exception, j'ai adoré celui-là. Le cartoon a souvent été comparé à Ren et Stimpy, pour des raisons pas difficiles à voir. Déjà, le chara-design est le même, et la façon dont les personnages sont animés aussi. Le court-métrage a notamment été animé par Bob Jack et Kelly Armstrong, comme vous pouvez ne pas le voir durant le générique épileptique du début. Ces deux personnes sont parmi les artistes les plus connus ayant bossé pour Spumco, la boîte de John Kricfalusi, dont j'ai récemment découvert que le nom se prononçait comme ça, et pas Kricfalusi. Kricfalusi donc, créateur de Ren et Stimpy, et dont Spumco s'était chargé de l'animation pour les 2 premières saisons, avant le renvoi du créateur. Fitzgerald lui-même était artiste layout sur Ren et Stimpy, et probablement un des collaborateurs les plus proches de Kricfalusi. On peut les entendre tous les deux lors de commentaires audio pour plusieurs cartoons Looney Tunes notamment. Et c'est d'ailleurs Kricfalusi qui a recommandé Fitzgerald à Seibert lorsqu'il cherchait des personnes pour prendre une place dans ce projet, sachant que Kricfalusi est une des personnes que Seibert a consulté pour donner vie à ce projet tel qu'il est. Il est inclus en remerciement dans ce court-métrage d'ailleurs. Bref, beaucoup de trivia, et ce cartoon est complètement dans la veine Ren et Stimpy, non seulement dans l'animation, mais aussi pour le côté cartoon assez caustique et sombre, et aussi dans l'usage courant de musique classique ou libre de droit pour accompagner une scène. What are you looking at? You filthy children! Look at yourselves, why don't you? It is unto yourselves you should be looking! Il n'empêche que Tales of Form Paranoia se distingue, et en bien. Non seulement ça fourmille d'excellentes idées dans la mise en scène, mais c'est aussi à la fois terriblement drôle et simplement accrocheur dans cette vision d'un esprit fracturé du jour au lendemain, et son conflit moral tandis qu'il réclame vengeance jusqu'à regretter son geste, et pas seulement parce que ça se retourne contre lui.
Et vous voyez, pour moi l'animation ici est un bon exemple d'animation déjantée. Parce qu'aussi exagérée soit-elle, elle aide à dégager les émotions des personnages. Elle est définitivement complémentaire et comprend son potentiel d'acting. C'est vivant, expressif et toujours attrayant, tout en préparant bien le terrain pour les moments où ça explose vraiment, y compris dans les arrière-plans abstraits. On sent que Fitzgerald est un proche de Chris Falusi, qui était essentiellement un des protégés de Bob Clampett, grosse influence dans leurs travaux. Chris Falusi est une personne horrible, et un artiste plus qu'inégal sur bien des aspects, pour être gentil, mais il a clairement eu du nez en recommandant Fitzgerald à Seibert. Même si Thélisoforme Paranoia se range certainement plus dans la catégorie des courts-métrages du projet, voué à rester une tentative unique. Car je n'ai absolument aucune idée de comment ça aurait pu tenir sur toute une série, ni sur quoi une série complète aurait pu se baser en fait. Le titre traduit littéralement Conte de la paranoïa des vers, grosso modo, pourrait suggérer diverses histoires indépendantes les unes des autres, mettant en scène des vers dans diverses situations sombres. Mais lors du générique de fin, le court-métrage est simplement nommé The Worm, tout comme sur l'affiche. Donc a priori, ça aurait pu être une série autour de ce personnage. Et j'avoue que je suis un tantinet dubitatif quant au potentiel sur le long terme. Du coup, c'est probablement pour le mieux que ce soit resté une proposition unique, et excellente au demeurant. C'est complètement taré dans le meilleur sens possible du terme. Et on termine cet enchaînement de courts-métrages tarés, ainsi que ce projet, avec déjà le retour de Malcolm et Melvin dans Babe Equals Me, toujours de Ralph Bakshi. De toute évidence, je ne peux pas le reprocher au court-métrage lui-même, ni à Bakshi, mais c'est dommage d'avoir deux courts-métrages de Malcolm et Melvin aussi peu espacés. Ça atteint un peu le côté surprenant quelque part. Mais bon, vu la frilosité des exécutifs de Cartoon Network envers ce projet, peut-être que ça a dû jouer pour les propulser parmi les derniers courts-métrages du projet. De plus, là où le premier court fonctionne décemment comme une initiation au duo éponyme et à leur univers, ici le focus est plus flou. Malcolm et Melvin ne paraissent pas tant que ça comme les personnages principaux. C'est plus l'affaire d'un tout en fait, tandis que ça reprend aux alentours de là où le premier court s'est arrêté, avec la mère de Melvin cherchant où se trouve son garçon et engageant un détective privé pour l'aider. Avant que ça ne parte dans tous les sens une fois encore. C'est possiblement encore plus disjoint que le premier cours, et donc quelque part ça renforce ce côté soirée endiablée dans ce royaume de la nuit. Il y a des détectives privés, des criminels, un club musical secret dans les souterrains, et cette parodie de Batman, avec la voix de Bakshi lui-même au passage, en lutte contre la perversité, qui est selon lui notamment symbolisée par la musique jazzy, dont les filles sont enamourées. Bref, ce court-métrage embrasse clairement son côté nuit de folie, tout en repoussant les limites de son univers et de sa direction déglinguée. La mère de Melvin a l'un des plus grands rôles, et j'aime son espèce de double personnalité, vraiment mère aimante qui se soucie pour son fils d'une part, jusqu'à ce qu'elle soit sous les projecteurs ou qu'un loupard lui plaise, devenant ainsi l'archétype de la pin-up. Encore une fois, l'histoire est un peu anecdotique, plus encore que la première fois, mais tout de même un vrai amour pour cette atmosphère jazzy, sans doute métaphoriquement soulignée par cette sous-intrigue de Melvin se faisant prendre sa trompette par Bat Parody, et qui lui est ramenée par la fille à la fin. Au bout du compte, une fois encore, ce qui compte, c'est surtout le flou entraînant de l'œuvre. Et en ce sens, le plan final est très symbolique, offrant une bonne conclusion pas que pour ce court-métrage, mais aussi pour l'ensemble du projet. Car oui, voilà, enfin, ça m'a pris 2 ans pour le finir, quand je pensais le faire en 6 mois, mais voilà, c'était What a Cartoon. Définitivement, on voit en quoi ce projet a été important pour une chaîne encore jeune et qui cherchait ses marques, au lieu de seulement se reposer sur les vieilles propriétés Warner et Hanna-Barbera. Et on voit en quoi Fred Seibert a marqué un grand coup dans l'industrie avec cette idée, ouvrant la voie vers des séries fraîches et de tout nouveaux styles, tout en conciliant ça avec l'influence de la vieille école, avec la beauté symbolique d'avoir créé un projet ayant réuni les nouveaux venus et les vétérans. En fait, je ne l'ai probablement pas bien fait comprendre lorsque j'ai introduit le projet, mais au départ, personne, à part Seibert, ne semblait y croire, d'où le fait qu'il ait dû contacter des personnes lui-même pour remplir les premières places, et que certains artistes soient récurrents comme Butch Hartman. C'est bien au fur et à mesure que ça a commencé à prendre de l'ampleur, et que les propositions de cartoon se sont bousculées. Et ça a permis non seulement de rendre possible la création de nouvelles franchises qui ont laissé durablement leur empreinte, et de distinguer Cartoon Network de la masse, notamment de Nickelodeon et de ses Nicktoons encore jeunes, mais aussi de renouer avec cet esprit de cartoon complètement différent chaque semaine, pour créer du phénomène dans l'inattendu. Avec les différents styles, il y en a certainement pour tous les goûts, et cela a permis à l'expérimental de se trouver une place. À cet égard, ça aurait pu aller plus loin, par exemple en s'éloignant définitivement de l'ombre d'Hanna-Barbera, dans laquelle ce projet revient se cacher occasionnellement, avec par exemple le spin-off des Pierres à Feu. Mais globalement, l'ode à la diversité est là, et l'initiative à la cartoon de l'âge d'or aussi, en balançant des choses tout en voyant ce qui accroche l'audience, tout en faisant du cartoon pur, en constant changement chaque semaine, sauf pour les franchises ayant eu la chance d'avoir droit à plus d'un court-métrage. L'expérience sera ainsi retentée quelques fois plus tard, avec Cartoon Cartoons toujours pour Cartoon Network et Oye Cartoons pour Nickelodeon, également assuré par Seibert, et qui a donné naissance à des séries comme Mes parents sont magiques.
Bon, par contre, il y a genre plus de 100 courts-métrages dans ce projet-là, alors me demandez pas de le couvrir sur cette chaîne. Mais pour résumer, l'expérience What a Cartoon est définitivement impressionnante à plus d'un titre, qui a permis à Seibert de mettre à profit son talent d'analyste du milieu, comme il le dit dans une interview que je laisserai dans la description, où l'on sent qu'il avait une idée claire de ce qu'il voulait faire et générer, pour contraster avec la façon dont les séries et les pilotes étaient créés à l'époque. Si vous êtes bon en anglais, jetez-y un œil. Bref, le projet est globalement un peu inégal, mais on le remercie d'exister. Certainement un des piliers importants de la période post-années 80 de l'animation. Et pour finir cette rétrospective en beauté, je vous propose un petit top de ce qui est selon moi le meilleur du meilleur. Les 6 meilleurs courts-métrages issus de ce projet. Je vous aurais bien fait un petit flop aussi, mais honnêtement, il n'y a pas tant de courts-métrages dans le lot que je n'ai vraiment pas aimé. Mais pêle-mêle, il y aurait sans doute Hard Luck Duck, Hillbilly Blue, Snoot's New Squat et, sans surprise, le premier Sledgehammer Opossum, même si j'en reconnais des qualités. J'ai hésité aussi avec Short Orders, mais il y a plus d'idées qui me plaisent dans celui-là, et j'admets beaucoup aimer la séquence où Yoki tente de couper la viande. D'ailleurs, j'ai retrouvé le blog de Patrick Ventura, où sont disponibles les storyboards pour ces cartoons. C'est fou de voir à quel point c'est extrêmement proche du résultat final. On sent à quel point Ventura avait une idée claire de ce qu'il voulait faire. Une fois encore, le lien est dans la description. Bref, le top. En numéro 6, George Junior dans Lookout Below. Ah oui, ça c'est une surprise, hein. Et oui, malgré toutes les vacheries que j'ai dites à l'encontre de Ventura, je dois bien l'avouer, celui-là je l'aime beaucoup. En fait, c'est possiblement parce que celui-là paraît assez différent des autres. Les animations sont moins volontairement limitées, le rythme est parfois plus posé, avant de laisser place à la profusion des gags, mais ça reste dans la veine de son style extrême, et j'aime la façon dont il l'applique à cette parodie du duo de des souris et des hommes. Entre George extrêmement colérique et Junior profondément bêta. Beaucoup de bonnes idées, et l'animation exagérée est plus dans la veine de ce que j'apprécie, celle où tu peux quand même discerner une forme de personnalité, et pas juste des expressions exagérées pour le plaisir d'être exagéré. En numéro 5, Buy One, Get One Free. L'atmosphère de celui-là est excellente. J'aime le fait que le court-métrage soit allé au-delà du simple invité non désiré qui fiche la pagaille et fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre. C'est aussi la vision d'une soirée jazzy avec des chats dépravés, et c'est charmant dans son côté quelque peu malsain. Même s'il semble y avoir pas mal d'influence Ren et Stimpy, ça parvient très bien à tenir sur ses deux jambes métaphoriques. En numéro 4, The Chicken from Outer Space. Vraiment, le gros de ce qui fait Courage le chien froussard est déjà là, et comme j'adore Courage le chien froussard, eh bien j'adore ce pilote. On a déjà les créatures surnaturelles farfelues, les propriétaires de Courage, qui sont muets mais qui laissent déjà discerner leur personnalité, Courage qui a peur de presque tout, mais qui parviendra toujours à lui faire face pour sauver ceux qu'il aime du danger, et déjà le mélange entre cartoonesque et surnaturel horrifique old school fonctionne. Bref, en termes de présentation d'une série, c'est impeccable, mais ça marche aussi très bien pris comme un court-métrage unique. En numéro 3, Interlude with a Vampire. Qu'est-ce que ce court-métrage est beau, et pas seulement visuellement, avec son choix des couleurs et sa gestion des ombres et lumières. C'est peut-être l'un des pionniers de la logique, jeune enfant se liant d'amitié avec une entité surnaturelle censée lui faire peur à la base. Et aussi simple que soit le concept, l'alchimie entre les deux personnages porte certainement ce court-métrage, qui est adorable comme tout et quelque part assez poétique. L'un de ceux dont je regrette le plus que ce ne soit pas devenu une série complète. Mais on a tout de même eu 6 courts-métrages en tout, en comptant ce qui s'est fait chez Oye Cartoon. Et puis Rob Renzetti a pu passer à Jenny Robot, ce qui est un prix de consolation plus qu'acceptable. En numéro 2, Tales of Form Paranoia. Bon bah, référez-vous à ce que j'ai dit il y a environ 10 minutes. C'est complètement fou, on ne reverra sans doute pas de court-métrage comme ça de sitôt sur une chaîne grand public, tant ça n'a pas peur d'aller aux frontières du malsain, donc c'est unique en son genre, et c'est vraiment excellent. Et enfin, la première place revient à Rat in a Hot Tin Can. J'adore les deux personnages et leur alchimie, c'est aussi simple que ça. J'adore leur voix, j'adore leur personnalité, j'adore la façon dont elle est exprimée au travers de l'animation, j'adore leur répartie. Ils sont vraiment attachants et forment un duo plutôt unique, en forme de compagnons d'infortune face au monde qui ne veut pas d'eux, surtout d'un rat, à la taille anormalement grande de surcroît. C'est un court-métrage qui repose beaucoup sur l'écriture de ses dialogues, et moins sur le slapstick que la plupart des autres, et ça tombe bien car les dialogues sont particulièrement fins. Ça aurait pu tourner court assez vite, avec la succession de réparties sarcastiques, mais ça se renouvelle constamment, et la personnalité de ces personnages brille, au travers de l'écriture de diverses scènes et de leur langage corporel. Bref, c'est mon coup de cœur personnel. Mais si vous avez suivi ces courts-métrages, quel est le vôtre? Je vous jure que ça m'intéresse, histoire de confirmer qu'il y en a pour tous les goûts dans ce projet. Ça peut même être un Ventura, hein, je vous jugerai pas. Bref, ce sera tout pour cette rétrospective, qui s'est achevée très rapidement, dis-moi. Ah là là, maudit soit mon cruel manque d'organisation. Enfin bon, merci à ceux qui se sont donné la peine de la suivre depuis le début. Je pense très fort à vous. On se retrouve lors de la prochaine chronique. Et... oh, allez, une dernière fois, tous ensemble.